Mexique, Malaisie et tout ce qui s'est passé ce week-end, c'est parti pour l'émission. Salut à tous, ravi de vous retrouver pour la 7e émission déjà d'Auto Hebdo. On est là pour parler encore une fois pendant quelques instants de ce qui s'est passé ce week-end avec notamment de la Formule 1. Et avant tout cela, je vous présente mes comparses du week-end. Comment ça va Mathieu? Comment ça va Cyprien? Ça va bien. Très bien aussi. Vous voyez, ils sont frais, ils sont dispo, ils ont fait le Grand Prix du Mexique ce week-end, donc autant vous dire que les heures de sommeil étaient là et étaient présentes. On va parler donc évidemment de ce Grand Prix du Mexique remporté par Lando Norris qui redevient leader du championnat du monde de Formule 1. On va parler notamment aussi d'Oliver Berman, brillant 4e, la FIA aussi qui a serré la vis. C'est une manière de le dire, on verra un petit peu ce qu'on en pense de tout ce que la FIA a fait ce week-end. La question hebdo que vous connaissez toutes les semaines à laquelle vous pouvez répondre à 20h sur autohebdo.fr. Qui va remporter le titre de champion du monde? Voilà. On vous l'a fait simple, comme ça vous vous débrouillez, vous répondrez et on verra un petit peu qui aura raison à la fin de l'année. On retrouvera Luca Bartolomeo pour nous parler MotoGP avec la victoire d'Alex Marquez ce dimanche sur le circuit de Sepang lors du Grand Prix de Malaisie. Les résultats avec l'Africa, et je sais que Mathieu sera triste, mais ça y est, c'est la fin de saison de l'Africa. Il nous parlera donc du titre remporté par Freddy Slater, on parlera aussi de NASCAR et du Rallye des Cévennes qui a eu lieu ce week-end. Les top flops pour terminer, bref, messieurs, je pense qu'on peut y aller, c'est parti. Lando Norris remporte donc le Grand Prix du Mexique. Lando Norris est leader du championnat du monde de Formule 1, un point d'avance sur Oscar Piastri. Donc autant vous dire que ça s'est bien resserré, cette affaire. Cyprien, on a vécu un week-end quand même où Norris a survolé les débats depuis la pole position. Où Piastri s'est un petit peu loupé, même s'il est remonté en course. Donc est-ce qu'on n'a pas un nouveau tournant du championnat qui est arrivé là? Alors moi je pense que le tournant c'était plutôt Zandvoort finalement. Zandvoort où Norris abandonne, on le rappelle. Pas de moteur, et il perd 25 points sur Piastri, et depuis Zandvoort, il a battu Piastri à toutes les courses, et il reprend des points petit à petit, et là en effet il vient de frapper fort, il lui reprend du coup 16 points d'un coup, 15 points, non il avait 16 points de retard, donc il lui reprend 17 points ce week-end, c'est quand même fort, c'est énorme, je pense qu'il fera pas ça tous les week-ends, mais Lando Norris il l'a dit lui-même, c'est sûrement son meilleur week-end en Formule 1, on l'a vu, il a été parfait en qualif, parfait en course, il gagnait avec 30 secondes d'avance, ce qui est un écart qui avait quand même plus été vu depuis plus de 2 ans, depuis le Grand Prix d'Hongrie 2023, où c'est lui qui était deuxième à 33 secondes de Verstappen. Donc non, franchement, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur Lando Norris? Parfait de A à Z, et Piastri, lui, par contre, beaucoup plus compliqué. Moi, je commence juste à m'inquiéter, Mathieu, de se dire, est-ce que, maintenant, donc, on a vu cette magnifique série de Lando Norris qui a repris ses 25 points de retard, et qui donc reprend 26 points depuis la casse de Zandvoort à son équipier. Maintenant, il reprend la tête du championnat. Mentalement, et c'est Lewis Hamilton qui en parlait ce week-end, il vaut mieux être dans la position du chasseur que celle du chassé. Alors là, ils sont quasiment ex-aequo, mais est-ce qu'on n'est pas à l'abri d'un nouveau revirement mental chez Lando Norris maintenant? Alors Hamilton, effectivement, lui parlait plutôt de Max Verstappen comme étant le chasseur. Là il est chasseur là quand même, voilà. C'est compliqué. Mais on va y revenir, mais effectivement, on a posé la question à Piastri, en tout cas Canal+, en l'occurrence, a posé la question à Oscar, et lui a répondu que ça changeait pas grand-chose, parce qu'à partir du moment où le rythme n'y était pas, qu'il soit premier et deuxième, ça changeait pas grand-chose à la performance. Parce que pour moi, la vérité, c'est qu'effectivement, après ce Grand Prix du Mexique, on remarque que McLaren est de nouveau capable d'avoir la voiture dominante, et de nouveau capable de vraiment infliger un gros écart, on va dire, à ses poursuivants. Mais sur une seule voiture. Alors sur une seule voiture. Pas sur les deux cette fois-ci. Pourquoi ? Parce que les deux, outre évidemment l'aspect mental qu'on peut difficilement mesurer objectivement, ils ont un style de pilotage qui est différent, vraiment très différent. Et il semble qu'en début de saison, là où Piastri était vraiment à l'aise, Norris a l'air de reprendre un petit peu plus sa main. Alors est-ce que c'est dû à un partage d'informations différent, à un développement qui peut-être a été réalisé différemment? Ça, effectivement, on ne sait pas. Mais on remarque quand même qu'il y a un vrai tournant qui a été fait après l'été, et McLaren continue de développer un petit peu. Donc, et pas vraiment structurellement, mais il continue d'apporter effectivement des changements, des modifications. On peut imaginer que peut-être ça joue. En tout cas, Piastri, on l'a vu beaucoup glisser. On en parle entre nous aussi avant l'émission. On l'a vu beaucoup glisser, là où Norris, lui, était vraiment impeccable tout le week-end. Donc, à voir. Oui, une question de réglage aussi sur les voitures. On sait que c'est des voitures très fines. Tu l'as dit, Norris, il se plaignait beaucoup de sa voiture en début d'année en disant qu'elle était très bonne, mais que lui se sentait pas pleinement à l'aise, même quand il gagnait et quand il gagnait assez largement. C'est ça. Après, c'est des questions de feeling, et je pense que là-dedans, il faut vraiment pas minimiser l'aspect mental. C'est-à-dire que Piastri, on a loué tous unanimement, et vraiment à juste titre, son mental en début de saison, même depuis qu'il arrive en Formule 1, c'est un pilote assez froid, qui est très calme dans des situations assez chaudes. Là, on parle quand même de se battre pour un championnat, et on sent que c'est un peu différent quand même. À Bakou, il fait un week-end cataclysmique, il faut rappeler qu'il se met dans le mur 2 fois, il manque son départ, et ça, c'est pas l'aspect technique,
L'aspect purement pilotage, c'était vraiment un aspect mental. De craquer comme ça, bien sûr. Il a quand même craqué à plusieurs reprises. Singapour, on l'avait dit, on avait utilisé le terme de la carapace se fissure. Il y a quand même beaucoup de choses chez Piastri ces derniers temps qui montrent que mentalement il n'y est plus beaucoup. Il essaie de garder la face, mais moi je pense à l'inverse de Mathieu que d'être dans cette position du chasseur, quoi qu'il en dise, ça va être beaucoup mieux pour lui et qui sera un peu plus à l'aise à mon avis dans cette position. Ouais, il va se poser moins de questions. Après, le problème qui peut se poser, c'est qu'au prochain Grand Prix, il peut prendre la tête du championnat face à Norris et donc de nouveau être dans la position du chassé. Donc voilà. Après, il faut pas avoir peur de gagner. C'est aussi comme ça qu'on gagne un championnat. C'est ce qui risque, à mon avis, et c'est là où le prochain Grand Prix va être crucial parce qu'on l'a vu, Lando Norris, quand il menait le championnat, il n'était pas non plus excellent mentalement et c'est là-dessus que doit compter Max Verstappen. Parce qu'on rappelle, Max Verstappen a encore une fois repris un petit peu de points au leader du championnat. Globalement, il est encore un peu plus proche dans la lutte, mais le nombre de points qu'il doit reprendre par Grand Prix a augmenté. Et donc là, il va devoir marquer de plus en plus de points jusqu'à la fin de saison pour aller gagner le titre. Mais si les deux commencent à chacun craquer de leur côté, et que Verstappen arrive à faire des performances comme il a fait ce week-end, parce que après les difficultés qu'il a eu vendredi et samedi, parvenir à finir troisième de ce Grand Prix, c'était quand même pas rien, et il aurait pu faire deuxième sur la virtual safety car, très clairement. Donc voilà, il a encore une fois assuré le coup, donc attention effectivement à Max Verstappen, mais ça on en parlera tout à l'heure de cette lutte pour le titre, mais vas-y Mathieu. Ouais, en tout cas, Oscar Piastri, je voulais terminer là-dessus, je pense que sa fameuse carapace, sa froideur qu'on notifiait et qu'on louait en début de saison, peut lui faire défaut, parce que tu parlais de peur de gagner, je trouve que c'est un petit peu ça. Il fait comme si rien n'était grave, il fait comme si tout allait bien, alors qu'on voit très bien que non, tout va pas bien et qu'il faut réagir. Et on a presque envie, on a presque hâte qu'il commence vraiment à réagir et vraiment à avoir un regain, tout simplement, même face aux médias, face à la presse, mais on a vraiment le sentiment qu'il veut rester stoïque, et ce stoïcisme, pour l'instant, ça lui coûte un petit peu, à mon sens. Ouais. Oscar Piastri, j'ai l'impression qu'on retrouve un peu le Lando Norris de l'an dernier, aussi. Je pense que Norris, justement, l'année passée, lui a beaucoup appris, il était deuxième du championnat, il était à un moment en bataille pour le titre, un peu dans la position de Verstappen actuellement, il y avait un écart de points important, mais il a vu qu'il avait la meilleure voiture, on se disait, il va pouvoir reprendre peut-être des points petit à petit, et il avait commis quelques erreurs, ou en tout cas, il était un peu tendre. Il y avait eu le Brésil justement l'an dernier où Verstappen part du fond de la grille, puis remonte tout le monde, gagne. Norris qui devait gagner, qui était en tête, fait le mauvais call stratégique, perd tout, je crois qu'il termine 8ème. Tout ça, c'est des trucs où Norris l'an dernier, on se disait, ok, mentalement, il est pas prêt encore. Et au contraire, cette année, je pense qu'il a vraiment beaucoup appris de ça, et que, du coup, il est prêt. Et que Piastri, à l'inverse, paye son expérience. Il n'est pas encore prêt, donc il va peut-être l'être pour les années à venir. On a la version de Norris 2025 qui est prête, à mon avis, à se battre pour un championnat, et on a en face de lui la version de Norris 2024, finalement, avec Oscar Piastri, donc qui n'est pas encore prêt. Après, voilà, ça reste un pilote exceptionnel, il reste peu de Grands Prix. Piastri, s'il arrive à tout mettre bout à bout, il peut complètement être champion. On va pas l'enterrer. Oui, bien sûr, il n'a qu'un point de retard, c'est quand même loin d'être joué. Un qui peut indubitablement jouer le titre vraiment avec ses performances, c'est Oliver Berman. Comment ça ? Oui, bienvenue dans Culture de l'Instant TV, évidemment on a fond. Oliver Berman, à un moment donné, pourquoi Cyprien Juillard, est-ce que Ferrari n'a pas déjà mis dans une voiture ? Alors, je suis en train de compter, mathématiquement, il faut qu'il reprenne 150 points par week-end à peu près, donc si tout le monde abandonne... C'est pas impossible. Qu'il y a des points de pénalité sur les super licences, il doit pouvoir se battre pour le titre. Je vais vous arrêter, messieurs, je pense que là il faut revoir les calculs. Attendez, mais George Russell peut encore être champion déjà. Donc on en parlera tout à l'heure, justement, effectivement. Il est techniquement encore. Oliver Berman, ça fait longtemps qu'il n'y est plus. Évidemment, mais quel Grand Prix, parce que finir 4ème avec l'As, parce qu'on est d'accord qu'Oliver Berman, il s'est retrouvé 4ème en début de course. Un peu par hasard, il a profité des différentes rixes qu'on a vues sur la piste de Mexico. Il prend un beau départ, c'est sûr. Et après, mais en fait, au moment où il se retrouve 4ème, je me dis, bon, voilà, il a profité de Verstappen, Hamilton, ça va pas durer. Force est de constater que ça a duré, et que franchement, le rythme était pas mauvais du tout. C'est le meilleur résultat de Haas en Formule 1, quand même, il a égalé cette meilleure place de Haas qui n'a encore jamais atteint le podium en Formule 1. Voilà, c'est peut-être, messieurs, un Grand Prix référence pour Oliver Berman, ce qui lui manquait encore pour vraiment se considérer lui-même comme un vrai pilote de F1. Il est encore très jeune, on rappelle. Ouais, je pense que Oliver Berman, ça fait 2 fois depuis l'été qu'on voit ça. Il y a eu Zandvoort, où il fait 6ème. Mais où lui-même disait, je suis arrivé là et je sais pas trop comment. C'était un peu plus circonstanciel. Là, comme tu l'as dit, c'est à la perf pure. Déjà, il fait une belle qualif. Ouais. Bon, une belle qualif, il est 9ème sur la grille, 10ème temps en qualif. Une Q3, c'est bien pour Haas. Une Q3, c'est très bien pour Haas, surtout qu'Esteban Ocon n'était pas en Q3. Et d'ailleurs, petite stat, il y a 11-9 en qualif entre les deux pour Berman. Ouais. Donc. Première année en F1, il tape Esteban Ocon, c'est quand même fort. Et donc, petite Q3 sympathique, en effet. Et puis après, un gros départ, tu vois. Il prend quand même 3 places avant le premier virage. Il est déjà 6ème. Et après, il y a en effet Verstappen, Hamilton, où il passe 4ème. 3ème, quand Hamilton repasse au stand, prend sa pénalité et tout. Et là, on commence à y croire au podium, parce qu'en effet, tu l'as dit, il avait un super rythme, honnêtement. Alors, le Mexique, c'est un circuit qui est très particulier. Ça ne s'appliquera pas aux 4 Grands Prix qui nous restent. Bien sûr. On peut leur souhaiter, mais je pense pas que ça arrivera.
Mais encore fallait-il le faire. Et encore une fois, ce qu'il a fait, Esteban Ocon n'était pas capable de le faire. Donc c'est d'autant plus fort quand on a, je trouve, un coéquipier aussi expérimenté, qu'un excellent pilote, d'arriver à lui donner la leçon comme ça, c'est vraiment très fort. Et puis, pas de podium, mais quand même, en effet, un Grand Prix référence, comme tu l'as dit, je pense, pour lui et pour sa jeune carrière. Ouais, et puis des évolutions aussi As qui fonctionnent. Ils ont introduit effectivement ces évolutions à Austin. On voit que ça fait déjà 2 Grands Prix qui marquent. Donc on peut espérer pour eux qu'enfin ils aient compris quelque chose et touché du doigt quelque chose. C'est peut-être un peu tard. Mais en tout cas, le travail a été bon et il faut le féliciter aussi, bien sûr. Ouais, mais c'est important pour 2026 parce que réussir à développer une voiture, c'est ce que As n'était absolument pas capable de faire à l'époque. Rappelez-vous, hein, la fameuse As de Romain Grosjean, il avait dit non, mais je vais reprendre celle du début de saison et elle était meilleure que celle qui était évoluée. C'est ça. Donc là, réussir à le faire quand même, je pense que voilà, pour l'équipe, c'est important de voir comment tout ça peut fonctionner. Il y a des meilleurs process quand même. Depuis Ayakayo ou Komatsu est arrivé, on voit quand même vraiment la différence, je trouve, sur la façon de travailler de l'équipe. Parce qu'on rappelle, hein, c'est ce qui va être crucial, c'est que 2026, avec ce grand changement réglementaire, toutes les équipes doivent arriver prêtes. Après, bon, les motoristes auront fait leur travail. Et puis voilà, il faudra faire avec ce qu'ils auront comme arme. Mais c'est important de réussir, jusqu'à cette fin de saison, à tout mettre bout à bout, dire ok, quand on sera confronté à telle difficulté, on réagira comme ça. Si on est en bonne position, eh ben on aura tous ces process. C'est là où c'est quand même important. Et c'est pour ça que c'est pas une saison achetée par la fenêtre. Et donc je pense que chez As, 4ème ici, c'est très important pour eux. Non, puis il y a aussi une question financière qui entre en compte. C'est-à-dire Là, ils ont repris aussi la 8ème place des constructeurs à Sauber, en marquant 14 points d'un coup. Ils ont 2 points d'avance sur Sauber. Ça peut tenir jusqu'en fin de saison. Et 8ème ou 9ème, c'est des millions d'euros de différence. Et je crois que c'est Aston qui est 7ème devant eux, qui est qu'à 69 points et eux à 62. Ouais, en plus, et Aston, c'est pas génial ces derniers temps. Donc, s'ils prennent 7 points, ils peuvent peut-être même finir 7ème. Ça peut faire une grosse différence sur le budget de l'an prochain, le développement. Alors évidemment, ils auront moins de développement en début de saison prochaine, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'actuellement, ils ont le niveau de développement qui est leur position au championnat il y a 6 mois. Oui. Donc, de toute façon, ils peuvent tous développer leur voiture 2026 selon leur position actuelle. Donc, même s'ils finissent 7ème du championnat cette année et qu'ils perdent cet avantage en début d'année, c'est pas sur les 2 premiers mois de 2026 que les voitures vont fortement évoluer. Donc, c'est le bon coup stratégique d'être très bon en fin de saison. Ça te permet d'avoir l'avantage du développement et puis de remonter pour pouvoir ensuite avoir l'avantage financier peut-être pour l'an prochain. La FIA, messieurs. Ah bah si, je veux quand même qu'on en parle un petit peu parce que vaste sujet, hein, évidemment. Puisque j'ai la sensation, vous me direz si je me trompe, qu'ils ont décidé de serrer un petit peu la vis et de payer Lewis Hamilton. C'est peu dire. C'est peu dire. Moi, je voulais rebondir sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure, peut-être un petit peu machinalement par rapport à la performance, mais comme quoi Max Verstappen aurait dû finir 2ème. Pour moi, il aurait même pas dû être sur le podium. Voilà, c'est simple, dans la mesure où, dès le début, il doit être pénalisé. Faut pas prendre des pincettes par rapport à ça, il aurait dû être pénalisé. La situation, elle est simple. Hamilton se fait pénaliser donc de 10 secondes pour rappeler un petit peu ce qui s'est passé, pour avoir un petit peu télescopé, pour avoir redessiné quelque part le tracé de Mexico. Voilà. Il a refait une autre chicane à un autre endroit dans de l'herbe. Voilà. Il voulait juste tondre le gazon, laissez-le. Enfin. Alors, que Lewis ait fait ça, oui. On l'a tous vu, effectivement, il a coupé, il n'a pas respecté le tracé, et il a effectivement gagné un avantage à cause de ça, donc 10 secondes de pénalité. Je pense que les 10 secondes sont sévères, mais soit pour la pénalité, il coupe. Néanmoins, Max Verstappen, juste avant cette action-là, c'est là qu'il faut rappeler, on le voit bien dans le on-board de Lewis Hamilton, d'abord plonge et touche Lewis Hamilton qui lui est obligé d'écarter au premier virage, et ensuite au virage 3 ça continue, ils sont roue contre roue, et là Max Verstappen lui redessine de son côté le tracé en étant véritablement dans l'herbe au moment de dépasser Lewis Hamilton, et là cette fois-ci il ne rend pas la position, ce qu'il avait fait au tour 1, c'est la raison pour laquelle il n'avait pas été pénalisé. Donc je comprends pas du tout ce 2 poids 2 mesures. Et je crains que, quelque part, la place de Max Verstappen au championnat a fait que c'est quand même vachement intéressant qu'il revienne comptablement. Donc, j'ai pas envie d'aller dans un truc conspirationniste, mais je trouve ça vraiment dommage parce que pour moi, ça a gâché une partie de la course et ça a gâché une partie de l'enjeu, sachant que le duel entre les deux était vraiment très sympa au début, quoi. Après, tu serais conspirationniste si on n'était jamais tombé dans ce genre de situation auparavant. Mais c'est ça qui m'embête. À Abu Dhabi 2021, on sait quand même que les règles n'ont pas été respectées. J'ai pas envie qu'on y retourne. Voilà, mais les règles n'ont pas été respectées. Pourquoi ? Parce que ça faisait un beau duel, on jouait le championnat sur un tour, et si ça avait été Carlos Sainz et Lewis Hamilton, on n'aurait pas eu toutes ces choses, on aurait terminé la course au safety car. Là, c'est un peu pareil, en effet, c'est ce que tu dis, c'est que mais si on pénalise Verstappen,
Le championnat, si Verstappen termine que 6 ou 7, C'est terminé. le championnat perd en intérêt. Ouais, bien sûr. Non, puis il y a aussi toutes les guidelines qu'ils ont publiées, on rappelle, parce qu'effectivement, Hamilton, si on est très terre à terre et qu'on regarde très précisément la réalité de ces guides de la FIA, il est derrière au point de corde, Oui. il passe dans l'herbe, il ressort 5 longueurs devant, gagne un avantage, pénalité, merci, au revoir. Bon, factuellement, c'est ça. Oui, Mais elle ne laisse pas la place, non pas à la nuance, mais simplement à la course. Alors, les guidelines, il faut quand même préciser que ce sont des directives, ce ne sont pas des règles. Oui, mais c'est là-dessus. En fait, c'est quand même là-dessus que tu dois te baser. Donc, Oui. si tu les désavoues, Non, alors, ça, je suis d'accord avec peut-être toi. plus compliqué. Tu ne dois pas les désavouer, mais par contre, c'est censé être un guide, elles n'ont aucune valeur légale. Donc, il faut savoir aussi s'adapter un peu. Là où aussi Hamilton, en effet, se met en tort, c'est qu'il ne prend pas le chemin pour reprendre la piste. Mais après, il n'y en a pas à cet endroit-là, à cette chicane-là. il y a un passage en bitume, mais enfin, t'as vu la taille du passage. Bah oui, il fait la moitié de la F1 En fait, et il s'arrête au milieu de l'herbe. Non, mais en fait, le passage, c'est super drôle parce que t'as le fond plat qui est dessus, et puis les roues, elles sont dans l'herbe de C'est chaque ça, côté, c'est tellement ça. qu'il est. Et puis soudainement, ils disent non, mais que de l'herbe, c'est bien. Non, mais c'est ça. C'est Donc en bizarre. fait, alors après, Hamilton, quand même, on va pas apprendre au vieux singe à faire la grimace. Il aurait pu reprendre la piste, freiner, Mais non, et se mais remettre juste devant mais on sait Verstappen. très bien Oui, pourquoi voilà. il fait ça. Il fait ça parce qu'il voit que Verstappen fait la même avant et qu'il ouvre le Il va DRS et pénaliser, qu'il rend oui. pas la position. Donc il se dit, bah si c'est comme ça, dans ce cas-là, Voilà, on c'est y ça. va. Mais déjà pareil, le bazar du départ, faut en parler. Enfin, à un moment, George Russell était très énervé par rapport à ça. George Russell, il a passé son souvent Grand Prix très à être énervé sur Voilà. des trucs. Il était assez insupportable d'ailleurs. Mais au départ, il a raison de dire non mais Oui. en fait les gars, il y a pas de règle. On coupe, on fait ce qu'on Mais veut. oui, mais. Au Et passage, surtout Charles que- Leclerc a un coupe aussi pas mal. Hein. On n'en Oui. parle pas trop, mais. Surtout, je rappelle c'est qu'on arrivé. va au Mexique depuis 2015 Ils savent. et que depuis 2015, Max Verstappen prend cette trajectoire au premier virage. Donc à un moment donné, je veux dire, il a inventé le côté Oui. la piste Mario Kart dans l'herbe. Donc à un moment donné, bon, Mm. on doit le savoir. Alors est-ce qu'il faut mettre un bac à gravier à un endroit? Est-ce qu'il faut faire quelque chose? Je ne sais pas. Mais ça, je trouve que c'est toujours très sympa et je termine là-dessus. Pour tous les puristes qui me disent toujours, mais mettez de l'herbe partout. Oui, mais enfin, regardez, il y a de l'herbe partout au Mexique et les mecs coupent comme des sagouins. Donc Mm. c'est peut-être pas non plus complètement la solution. Donc à Si tu voir. mets un bac à gravier, il ira pas couper à mon avis. C'est ça. Oui, mais après ils diront oui, mais imaginez si quelqu'un a une rupture d'un élément de suspension arrière droit Mhm. à 212 mètres de la... Il va partir en glisse et il va partir en... Enfin, voilà, Ouais, c'est puis toujours le Hamilton, problème de la sécurité. Voilà. Hamilton aurait fini dans le bac à gravier sur la manœuvre de Verstappen aussi, du coup. Puisque Verstappen le pousse un peu dehors. Ouais, mais les gens diront Verstappen n'aurait pas tenté ça. Si, Si, si. si, c'est le problème. Hamilton C'est aurait que... juste freiné plus tôt, du coup, pour rester en piste. Mais... En tout cas, ce que je trouve vraiment dommage, et c'est la raison pour laquelle vous avez compris que ça me tenait à cœur, mais c'est vrai que là où je trouve ça dommage, c'est que si Max venait à gagner le championnat, parce que Mhm. mathématiquement c'est toujours possible, et ben je pourrais pas m'empêcher de me dire d'accord, mais il y a Mexico. Alors qu'il n'avait pas besoin de ça, je pense, étant donné son talent, étant donné tout ce qu'il nous fait depuis le début de cette deuxième partie de saison, pour véritablement être aidé tel qu'il l'a été ce week-end. Après, je te trouve un peu dur quand même, si je peux me permettre. Ouais. Enfin, je pense qu'en fin de saison, je m'en souviendrai pas. Il y aurait eu Mexico, mais il y aurait tout le reste. Bah, C'est ça, il y aurait aurait eu été bien. Mexico. ouais, mais non, parce que justement, si ça se joue à quelques unités, aujourd'hui, je suis désolé, mais s'il prend pas les 10 secondes de pénalité. Alors moi, je t'avoue que je serais plus gêné, très rapidement, si Norris ou Piastri gagnent le titre en repensant... Par exemple, si Norris gagne le titre pour moins de 3 points, en me disant, bah tiens, c'est les 3 points de Monza, ou évidemment. vas-y, m'en faire passer. Et Évidemment. ça me gêne plus que Verstappen, parce que Verstappen, finalement, il y est pour rien. Bah, Enfin, non, mais il a fait le move. Mais c'est pas lui qui a décidé de pas être pénalisé. ouais. Tu vois. Nous vous mettrons évidemment les outtakes de tout ça, le Bien débat de 54 minutes Oui. sur notre chaîne secondaire. On bien continuera sûr. ça à la pause déjeuner. Avec Voilà, Mathieu. vous en Voilà. faites pas. On vous mettra un live stream, tout ça. Vous en faites pas. On va bien, bien gérer le truc. Passons, mais vous parlez qui va être champion du monde. Bah, passons justement à notre question hebdo qui en parle. La question hebdo qu'on vous pose à partir de 20h tous les lundis sur autohebdo.fr, elle est très simple. Qui va remporter le titre mondial? Vous avez 4 choix. Lando Norris, Oscar Piastri, Max Verstappen et George Russell. J'ai souri à 4. Je suis désolé, mais on est obligé. Imaginez, ça se passe mal et il est champion du monde, on va nous insulter. Donc je suis obligé de l'inclure. Si vous votez George Russell, évidemment, que ce soit sur les commentaires du site ou les commentaires de la vidéo, dites-nous pourquoi. Hein, on veut, On est curieux de savoir. voilà, on veut que vous nous expliquiez quel va être le scénario des derniers Grands Prix de la saison. Ça peut être sympa. Je rappelle qu'il reste 4 Grands Prix, il y a un sprint à Deux. disputer. 2 sprints encore, oui, sprints, c'est vrai. Brésil 2 et Qatar. sprints. C'est vrai, il en reste encore 2. C'est pour Toujours ça qu'il faut l'impression qu'il n'en reste pas, et finalement Ouais. si, il en reste pas mal. Donc 4 courses, 2 sprints, chers amis. Qui va devenir champion du monde de Formule 1 La question est simple.
question est simple et elle est très ouverte. Bah écoute, moi je reste sur ce que je pensais déjà depuis quelques émissions, comme quoi Max Verstappen a un retard trop important et ce genre de Grand Prix effectivement le confirme dans la mesure où McLaren est capable de continuer à gagner. Évidemment que j'aurais dit Piastri il y a quelques semaines. Maintenant, au vu de la dynamique, si Piastri ne s'en sort pas et ne gagne pas le prochain ou un des prochains, et Norris est condamné à gagner, si j'ose dire. Hein. C'est-à-dire que véritablement, à partir de ce moment-là, il est vraiment devant tout le temps. Et même s'il ne gagne plus de courses, à mon avis, il a les ressources de Norris pour être sur le podium à chaque fois. Donc à l'instant T, j'ai envie de te dire Norris. Ça me surprend pas puisque tu es habillé en papaye, donc forcément voilà, il a choisi son camp, j'ai envie de dire. Mathieu Chambenois, des papaya rules pour la gestion interne de notre duel. Moi c'est les rules, vous faites ce que vous voulez. Oui, moi, là, vous savez, le team principal est pas. Moi je suis pas en Andrea Stella là. Moi à un moment donné faites-le et puis bien. si vous pouviez vous avise. mettre dessus, ce serait bien. Voilà, on avisera derrière. Qui va être champion du monde, Cyprien Juillard? Lando Norris. Merci beaucoup. On se retrouve. Non, il peut développer un petit peu, on est gentil. Non, mais Lando Norris pour la dynamique, encore une fois, ce que Ouais. je disais tout à l'heure, depuis Zandvoort, c'est lui qui bat Piastri à chaque fois. J'aimerais que ce soit Max Verstappen, non pas parce que j'admire le pilote, enfin, non pas parce que j'adore le pilote plutôt, je l'admire au contraire, et j'admire sa saison. Et j'aimerais que ce soit lui pour la beauté du sport, pour la beauté du geste, pour la beauté de sa saison, qui est vraiment très belle. Mais malheureusement, je pense que ce sera Lando Norris pour une question logique, une question de dynamique, et Max Verstappen part d'un peu trop loin. C'est dommage que cette Red Bull, les parts commencent à marcher 2-3 Grands Prix plus tôt. Ça, c'est vrai que ça aurait été sympa. Moi, je vais dire George Russell, du coup, parce qu'il en faut bien. Allez, on s'en va. Ouais, on y va, là, je pense. Non, Dans la lumière. non, mais je vais quand même dire Oscar Piastri. Là, j'aime bien. Je suis d'accord sur la dynamique qui est J'aime pas bien. bonne, mais je veux croire, encore une fois, pour être très transparent avec vous, et je pense que c'est le cas pour nous trois ici, peu importe lequel des quatre, ça sera notre running gag, mais pour l'instant, lequel des quatre, on sera pas mécontent, on sera pas heureux. Non. Enfin voilà, c'est bien, on est vraiment complètement neutre là-dedans. Je vous rappelle que par exemple, mon pilote préféré est Fernando Alonso, donc autant vous dire que les histoires de titres, ça à un moment donné, Qui ça, vous n'étiez pas né de toute façon quand il jouait le titre régulièrement. Donc c'est vraiment par pur intérêt sportif, je veux voir si être passé derrière, ça va redonner un petit peu la flamme à Oscar Piastri et le refaire venir dans ce rôle de conquérant qu'il a eu pendant pas mal de Grands Prix en ce début de saison. Et peut-être que il s'est peut-être un petit peu reposé involontairement et inconsciemment sur Zandvoort en se disant bon, ça y est, j'ai les 25 points d'avance, tranquille machin, et que du coup maintenant il va devoir se réveiller, donc peut-être que ça peut être Je intéressant. pense que je suis d'accord avec toi, je pense qu'il a accepté sur les courses d'après de perdre quelques points à chaque fois en se disant bon, je peux en perdre 3 là, je peux en C'est perdre ça. 5 là. Et là, d'un moment. Sauf qu'il s'est pas rendu compte qu'il en perdait 10-12 à un moment, tu vois. Donc là, il C'est s'est ça. dit, bon, et donc peut-être que ça va être le coup de fouet dont il aura besoin pour remonter. Surtout qu'on est sur des Grands Prix, il était pas mauvais les dernières saisons, donc ça peut être pas mal pour lui. En tout cas, je pense qu'on est tous les trois d'accord pour dire qu'on espère qu'une chose, c'est qu'on arrive à Abu Dhabi avec 3 pilotes en 10 points. Ah si oui. possible. Ce serait fabuleux. Et puis on a déjà une belle lutte pour le championnat constructeur, pour la deuxième place. Pareil, on a 3 équipes en 10 points. Si on pouvait avoir ça pour les pilotes, ce serait fabuleux. Et je pense qu'on serait tous contents ici. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ce ne sera pas George Russell, malheureusement, mais dites-nous votre avis, évidemment, dans les commentaires et sur la question hebdo, sur le site autohebdo.fr. Et on va retrouver Luca Bartolomeo dans quelques instants pour notre partie MotoGP. Et on retrouve justement Luca Bartolomeo, bienvenue, comment ça va? Eh bien, ça va super, un nouveau Grand Prix matinal, mais c'était le dernier cette fois, donc je retrouve la lumière du jour. Encore un qui n'a pas eu d'heure de sommeil. Hein. Voilà, et on en profite, merci d'être là Lucas, il a juste un petit shooting dans quelques instants, voilà. Donc, mais rassurez-vous, il est venu faire un petit détour Voilà, pour nous parler je MotoGP. Je donc vous c'est accorde bien. 2 minutes. C'est bien gentil. Alex Marquez qui remporte donc ce Grand Prix de Malaisie, l'antépénultième Grand Prix de la saison. Ça y est, c'est la première semaine où je peux le placer, je suis très content. Et qui offre à Grésini le titre mondial aussi, quand même, par équipe Qui offre à- indépendante. Soyons À Grésini, le titre indépendant et toute une série de distinctions au final pour Grésini ce week-end. Alex Marquez qui scelle définitivement sa deuxième place au championnat du monde. Derrière son frère, ça c'est fort. Hein. Derrière son frère, c'est un doublé historique, c'est la première fois que ça arrive dans l'ère moderne du MotoGP. Fermin Aldeguer qui scelle aussi son titre de meilleur rookie de l'année, c'était un titre. On l'attendait à ce niveau-là, hein, parce que Ayogura et Somkat Chantra, Ouais, mais alors, on l'attendait certes, mais arrivé à mi-saison, c'était après pas le début de encore saison gagné, c'est clair. d'Ayogura, Ouais. j'étais pas certain qu'il pourrait aller chercher Aldeguer. Il était C'est très clair. impressionnant. Bon, c'était le minimum de ce qu'il pouvait offrir de sa première saison en MotoGP équipé d'une Ducati. Il l'a fait et donc Grésini qui pose la main du coup sur ces deux distinctions le samedi et puis qui le dimanche, grâce à la victoire d'Alex Marquez en course principale, une victoire amplement méritée, il l'a dit,
sa stratégie, c'était d'être plus agressif que durant le sprint, et c'est ce qu'il a fait. Il s'est rapidement débarrassé de Pecco Bagnaia et de Pedro Acosta, qu'il n'avait pas prévu traîner dans ses pattes, mais après, il a juste déroulé sa stratégie, et il a terminé du coup les 20 tours loin devant, avec plus de 2 secondes d'avance. Le titre mondial pour Gresini, qui franchit un cap avec Ducati. L'équipe, un petit peu la deuxième équipe Ducati ces dernières années, c'était plutôt Pramac, quadruple tenante du titre indépendant, qui a même remporté le titre par équipe tout court une année. Mais on rappelle, juste pour ceux qui ne suivent pas forcément le MotoGP, donc il y a le titre par équipe, donc toutes les équipes engagées concourent dans ce titre, et le titre indépendant, c'est pour toutes les équipes satellites. Voilà. Donc il n'y a pas l'équipe officielle Ducati, l'équipe officielle Yamaha, KTM, ainsi de suite. Et donc là, Gresini qui s'en empare, mais sans une machine officielle. Parce qu'on rappelle quand même que toutes les équipes satellites de la grille disposent globalement de machines officielles. C'est pas le cas de Gresini. Ce sera le cas l'an prochain avec Alex Marquez, qui disposera d'une GP26. Et donc on peut se demander, est-ce que Gresini pourra hausser ses ambitions l'an prochain? C'est ce qu'on leur souhaite. C'est ce qu'on leur souhaite très clairement, mon cher Cyprien. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, on peut se demander si du coup la GP24 n'est pas meilleure que la GP25. C'est un peu oui, mais alors, le problème c'est que l'an dernier on se demandait presque si la GP23 était pas meilleure que la GP24, qui finalement était peut-être la meilleure MotoGP de tous les temps. Exactement. Très clairement. Donc on s'est peut-être rendu compte que tiens, Marc Marquez était pas mauvais avec. Et là, effectivement la GP24 était très bonne, mais après. Quid de la GP26? Quid de la GP26. Puis surtout, Gresini, il faut en effet, comme disait Lucas, il faut pas minimiser l'exploit de le faire avec 2 motos de l'année passée, avec un rookie qui a quand même été en effet assez éblouissant. Il faut rappeler aussi que les 2 pilotes ont remporté leur première victoire cette année. Alex Marquez, aussi étonnant que ça puisse paraître, et que VR46 dispose du soutien de l'usine. En fait, c'est ça, parce que VR46, ça a remplacé Pramac un peu. On dirait que c'est logique, mais d'un autre côté, il y a quand même VR46 avec Di Gianantonio et Morbidelli. C'est pas les derniers non plus pour chercher ce titre-là. Ils auraient pu le faire. Donc et je trouve que c'est un bel hommage à Fausto Gresini aussi. D'une part, bien sûr, le patron de l'équipe qui est malheureusement décédé il y a maintenant un peu moins de 5 ans, si je dis pas de bêtises, c'était des suites du Covid. Et cette équipe a été reprise par Nadia Padovani, sa veuve, et de manière exceptionnelle, parce que évidemment, on a beaucoup parlé de l'arrivée de Marc Marquez, et voilà, ça a donné un coup de fouet incroyable. Rappelez-vous de la saison d'Enea Bastianini en 2022, c'est lui qui est le rival principal presque de Pecco Bagnaia. Donc ils ont vraiment réussi, après avoir passé des années difficiles avec Aprilia aussi, à passer un cap. C'est la 4e fois qu'un pilote Gresini termine vice-champion en MotoGP, après les années Honda entre 2003 et 2005, on s'en rappelle. Mais donc oui, c'est clair que après le départ de Pramac fin de la saison 2024, VR46 a refusé de disposer de 2 motos officielles. On se demandait si l'équilibre de Ducati allait être bouleversé, et finalement c'est Gresini qui vient créer la surprise. Est-ce que l'an prochain, avec en tout cas 50% du matériel officiel, ils pourront déranger l'équipe de Davide Tardozzi autant que l'a fait Jorge Martin avec Pramac lors des saisons 2023 et 2024, et peut-être essayer d'aller déranger aussi son frère dans la course au titre. Comme tu le dis, on ne sait pas quelle sera la différence exacte entre la GP25 et la GP26, et on ne le saura pas avant les premiers tests hivernaux. Donc il y en a un, mon cher Lucas, pardon Cyprien, mais il y en a un qui espère quand même qu'il y aura une différence entre la GP25 et la GP26, si je puis me permettre. C'est Pecco Bagnaia. Voilà, clairement. Parce que Pecco Bagnaia, c'est compliqué de dire qu'il est toujours dans le flou, parce qu'il a gagné de manière étincelante le sprint, il a fait la pole position pour les 2 courses, voilà, bon. Il abandonne sur une crevaison alors qu'il était dans le top 3, donc on peut pas dire qu'il a fait un mauvais Grand Prix non plus. Mais moi, j'estime qu'il est toujours dans le flou, parce que si vous lui demandez qu'est-ce qui a fait que ça allait mieux ce week-end, il est incapable de répondre. Alors, c'est ça qui est terrible. Là où je mets un petit bémol par rapport au fait qu'il soit dans le flou, c'est que je trouve que par rapport au Grand Prix du Japon, où Pecco Bagnaia fait un excellent vendredi, il signe la pole, victoire en sprint, victoire en course principale, et en fait c'était un week-end où il n'arrivait pas à expliquer pourquoi tout allait bien. Ici en Malaisie, il a commencé par un vendredi compliqué, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas qualifié pour la Q2 directement, il a dû passer par la Q1, et ensuite il a dû travailler pour vraiment construire son samedi jusqu'à sa victoire en sprint. Et puis en course principale, on ne sait pas, parce qu'il a démarré sur une stratégie différente d'Alex Marquez. Lui, il a dit qu'il pensait revenir dans les derniers tours sur le pilote Gresini en profitant de son pneu médium, Alex Marquez, qui était en double tendre. Et donc, voilà, il aurait peut-être pu se battre pour la victoire avec Alex Marquez, mais le positif à retenir de ce week-end, c'est d'abord qu'il a mal commencé et que progressivement,
il est allé chercher ce qu'il n'est pas un bon capable niveau. de faire habituellement. Ce qu'il n'est pas capable de faire habituellement, exactement. Ouais, puis est-ce qu'il aurait fait la pole par exemple s'il n'était pas passé par la Q1 parce qu'il y a ça aussi, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup de pilotes qui Ça grâce joue, à la Q1 arrivent à finalement mieux préparer à la Q2 parce qu'ils ont déjà bonne dynamique, ouais. testé la piste, etc. Alors que les pilotes directement qualifiés pour la Q2 la découvrent directement, enfin ils sont un peu jetés dans le grand bain. Pareil, et s'ils se qualifient 5, 6, 7, voire 10, 12, on n'en sait rien. Le week-end n'est pas ça le même. change peut-être, ouais, clairement. Oui, non, Donc, Mais- à voir. Moi, je lui souhaite. Je lui souhaite qu'il ait trouvé la clé. Maintenant, on n'est pas à l'abri de vous parler après le Grand Prix du Portugal en disant Bagnaia qui fait 12e, on comprend. Enfin voilà, on n'est pas à l'abri. C'est un peu le souci. De toute façon, Bagnaia, il faut juste qu'on attende l'an prochain et je pense que lui, il attend que ça. Donc... C'est ça. Après, c'est clair. il a un avantage. C'est que ce sera le seul à avoir la nouvelle moto à Valence, puisque Marc Marquez ne prendra pas part aux essais. C'est une donnée Donc importante. il va pouvoir un petit peu la modeler quand même. Évidemment, en une journée, on n'a pas le temps de faire le tour de toutes les nouveautés, mais au moins il pourra donner un premier ordre d'idées. Après, à voir évidemment si l'équipe officielle va le suivre ou pas, mais en tout cas, ça pourrait être intéressant. Merci, mon cher Lucas. Merci on à ne te vous. retient pas, Calvin Klein t'attend, bien évidemment. Et on va retrouver Mathieu Chambenois, vous en faites pas, on va parler des résultats du week-end. Et les résultats, mon cher Mathieu, je suis désolé, c'est la finale de la FRECA. Ça y est. La Formula Regional European Championship by Alpine. Fin de route aussi pour Alpine Ah dans oui, ce PAC. C'est la terminé. FRECA telle quelle est La terminée. FRECA, c'est fini, voilà, c'est terminé. Freddy Slater est donc devenu champion. à Ouais, Monza. quel beau champion, Freddy Slater qui a dominé vraiment toute la saison. Il a quand même été aux prises une bonne partie de l'année avec justement Matteo De Palo, le pilote trident. Freddy Slater qui gagne avec Prema au terme d'un week-end parfait à Monza. Il fait deuxième en qualification 1, il gagne la course. Premier en qualification 2, il gagne à nouveau la course. Donc il récolte 50 points. Il avait 4 points d'avance au début justement du week-end. Il en a plus de 30 à la fin de cette année. Il a un meilleur total de points que Rafael Camara, qui était champion l'année dernière de FRECA, 313 pour Slater, 309 pour Rafael Camara. Et qui n'a pas fait une mauvaise saison cette année à l'échelon supérieur. Effectivement, il termine avec 8 victoires. Rafael Camara avait fait 7 victoires sur la saison. Donc, encore une fois, Freddy Slater vraiment très dominant. Pour autant, ça n'a pas été un long fleuve tranquille pour lui. Donc c'est quand même à souligner par rapport à ça, et on voit qu'il a vraiment un coup de volant et une maîtrise au-dessus du lot, en tout cas par rapport à cette saison. J'ai vraiment grand hâte de le voir en F3, puisqu'il sera coéquipier de Palo justement chez Trident en F3 l'année prochaine, pour remplacer donc Rafael Camara. Et puis à noter quand même dans cette finale, Evan Gilter, qui fait lui aussi une belle finale. Il est monté en puissance sur la fin de saison. Il avait eu un début de saison franchement glorieux, où il avait gagné à Misano. Ensuite, il a eu une suite un petit peu plus complexe, un petit peu plus délicate. Et puis avec Hart, il est revenu comme ça un petit peu plus sur la fin de saison. Et il termine avec 2 podiums, une fois deuxième, une fois troisième. Donc bien joué à lui, bien joué à Evan qui termine correctement cette année. Et Evan Gilter qu'on salue parce qu'il a les points de super licence, Tout à s'il fait. le souhaite. Ça y est, il termine dans le top 5 Voilà. de la FRECA, donc c'est bon pour lui. Voilà, on salue la FIA, bien sûr, puisque je rappelle que Colton Herta doit passer par la F2 s'il veut avoir assez de points de super licence pour aller en Formule 1. Evan Gilter en Formule 1 avant Colton Herta, du coup. Moi, je serais une équipe, je sauterais dessus, du coup, il a des points. Donc ça devrait le faire. Qui cherche un pilote déjà? Alpine. Un duo français chez Alpine. Voilà, On y peut est, lancer merci. une rumeur, ça y est. Encore une fois, si vous avez besoin d'aide, vous venez, nous on a toujours plein d'idées, on est là pour ça de toute façon. Evan Gilter, pour le coup, juste un petit mot très rapide sur lui. En plus, il a toujours pas de baquet pour l'an prochain. Non, Donc, c'est ça. il a pas re-signé en FRECA, il a pas trouvé d'équipe en F3 pour le moment. Et c'était bien d'avoir terminé la saison sur une bonne note. Ça, Voilà. c'est toujours important quand on arrive dans la période hivernale où on va aller chercher d'autres volants. En NASCAR, ce week-end, avant-dernière manche de la saison, c'est là où on a déterminé les 4 pilotes qui vont jouer le titre. Il y avait donc déjà Denny Hamlin et Chase Briscoe qui s'étaient imposés les 2 dernières semaines. William Byron les rejoint avec une victoire à Martinsville, sa 3e sur le petit ovale de Virginie. Et c'est Kyle Larson, le champion 2021, qui sera également en lice à Phoenix ce dimanche pour le titre. Et on salue Eric Camilli et Thibaut Delahaye qui se sont imposés ce week-end au rallye des Cévennes. D'ailleurs, restez au fait évidemment des réseaux sociaux d'Autobidon. On a quelques petites choses qui vont venir aussi de ce rallye des Cévennes avec notre ami Pierre Barré. Messieurs, terminons par les tops et les flops quand même, je vous le propose. Ah bah, toujours, avec grand plaisir. C'est l'heure de se faire des amis et des ennemis. Commençons donc, mon cher Cyprien, par vous faire des amis. Commençons par les tops. Lesquels sont-ils? Je vais revenir encore une fois sur Evan Gilter, dont on parlait il y a quelques minutes. Evan Gilter, double podium pour sa dernière apparition en FRECA cette année. Et puis une saison, comme l'a dit Mathieu, globalement positive, avec des hauts et des bas. Mais en tout cas, voilà, c'était un petit mot pour lui souhaiter bon courage pour la suite, en espérant qu'il trouve un baquet l'an prochain. Et puis après, j'ai 2 autres tops qui sont en Formule 1 cette fois. Le premier, qui est pour moi évident, c'est Max Verstappen.
Voilà, toujours un peu agressif, à la limite dans ses défenses, mais quand même quel pilotage, quel Grand Prix. Quel deuxième relais, parce que quel deuxième relais, voilà, une troisième place qui aurait dû être une deuxième, et puis surtout toujours en lice pour le titre, après un début de week-end très compliqué. Et puis je mettrais aussi un top à Ferrari quand même, qui était très bien ce week-end, 1 an après leur dernière victoire en Formule 1 sur le même circuit, ils n'ont pas gagné, mais Charles Leclerc fait podium, Lewis Hamilton aurait dû aussi faire podium sans sa pénalité. Donc je suis très content de revoir Lewis Hamilton à un bon niveau et Charles Leclerc qui lui continue de montrer qu'il est un top pilote. Mathieu. De mon côté, voilà, très rapidement sur l'Africa, évidemment, Freddy Slater, on l'a dit, on l'a répété, il a été formidable ce week-end encore. Et puis en Formule 1, moi j'aimerais surtout souligner le week-end et la course surtout de Gabriel Bortoleto. On l'oublie un petit peu, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais il termine quand même dans le top 10 alors qu'il démarrait 16ème. Lui aussi fait une belle course et lui aussi fait une belle remontée. Alors certes, pas aussi étincelant qu'Oli Bierman, mais malgré tout, pour moi, il mérite d'être quand même souligné ce week-end. Mais tu as bien raison, Mathieu. Alors comme tu as dit, Freddy Slater, je ne vais pas le mettre dans les tops, mais bravo à lui quand même. Alors du coup, moi je mets Enea Bastianini. Parce qu'il partait 18ème, il a fait aussi les lampes remontées jusqu'au top 10. Donc, encore une fois, Bastianini qui est toujours très bon sur ses courses où il faut gérer les pneus, en MotoGP bien sûr. En Formule 1, Oliver Berman, pour moi quand même, il faut le saluer pour cette magnifique performance. Et puis Charles Leclerc, parce que voilà, le week-end est complet, on va dire. Il y a eu un très bon week-end de Lewis Hamilton aussi, mais c'est Charles Leclerc qui va se mettre en première ligne, c'est lui qui finit deuxième. Voilà, il a porté un peu l'équipe aussi ce week-end, donc bravo au Monégasque. Cyprien, les flops maintenant, c'est toujours un petit peu moins bien, mais il faut bien y passer. C'est toujours un peu moins bien, et ben moi je vais mettre George Russell en flop. George Russell 7ème du Grand Prix, mais moi c'est son attitude qui m'a vraiment énervé ce week-end. George Russell passe trop de temps à se plaindre, et puis surtout... Ah, pardon, oui, attendez, j'ai George Russell au bout du... Oui, c'est scandaleux ce que fait Cyprien Juillard. Oui, il faut vraiment qu'on soit... George Russell is my top of the weekend. oui, c'est scandaleux. Oui, continue de se plaindre visiblement, c'est pas facile. Bon, du coup, dans mon flop, je mettrais Andrea Kimi Antonelli. Non, je rigole. Non, mais du coup, oui. Donc, dans mes flops, je mettais George Russell parce que George Russell n'a fait que se plaindre, j'ai trouvé, tout au long du week-end, surtout tout au long de la course, alors que, notamment, il se plaint parce qu'il veut passer devant Antonelli pour aller attaquer Berman. Il passe devant, au final. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc, puis bon, trop de temps à se plaindre. Encore une fois, je le disais tout à l'heure, il a parlé du premier virage en disant oui, mais tout le monde coupe, tout le monde ci, tout le monde truc. Bon, oui, enfin, d'accord. Roule. Et puis à la fin, tout le monde a rendu la position à tout le monde. Donc, je veux dire. Sauf Lewis Hamilton, ah là là. Non, mais Charles Leclerc et Max Verstappen, ils sortent premier, deuxième du premier virage. Alors que non, tu vois, c'est Norris et ils repassent tous les deux derrière, bien gentiment. Donc, j'ai pas aimé son attitude et j'ai pas non plus aimé celle de Fernando Alonso, qui est mon deuxième top. Fernando Alonso, je vous invite à regarder l'extrait vidéo de son abandon. C'est lunaire, tout simplement. Il a fait de Maverick Viñales. Oui, j'y ai pensé. Il a fait de Maverick Viñales. Il a dit rupteur. Voilà. En fait, il laisse passer Lance Stroll, si vous n'avez pas vu la scène. Et puis, en fait, une fois qu'il laisse passer Lance Stroll, il se met à faire monter voilà, il fait du drift, il se met à faire monter son moteur dans les tours en appuyant comme un zinzin, sans raison, mais en pleine course, vraiment. Et puis, il rentre au stand sans abandonner. Pas pour abandonner, mais sans être attendu. Sans être attendu, plutôt, parce qu'en effet, il rentre, et puis là, du coup, il n'y a pas le Jackman pour lever la voiture, il n'y a rien. Donc, au revoir, merci. Je pense qu'il en a eu marre, et donc il a enlevé son volant, puis il est parti, et puis direction le Brésil. Voilà. Donc c'est un peu lunaire quand même de la part d'un double champion du monde, une attitude comme ça. J'ai pas trop compris ce qu'a voulu faire Fernando Alonso, et c'est assez décevant pour l'image de la Formule 1. Mathieu. Alors là, attention, on rappelle, c'est une séquence courte. J'ai été très succinct. Alors, Mercedes dans son ensemble, évidemment Russell, mais aussi Antonelli qui lui n'a pas eu la performance, et Mercedes qui selon moi a très mal géré la situation. L'énervement de Russell, il est fatigant, mais il est justifié par le fait que Mercedes n'a rien fait. Et évidemment, tout à l'heure, je l'ai dit, la direction de course qui a. C'est là que je vous dis que c'est une séquence courte, et là maintenant. Ce sera limpide. Là, c'est la direction de course qui a mal géré la situation. On le sait. Pour moi, le résultat n'est pas celui qu'on aurait dû avoir. Et j'ai été déçu par le déroulé du Grand Prix, notamment à cause de ça. Donc, je pense que j'ai pas été le seul devant ma télé. Et c'est dommage parce que c'était vraiment intéressant. Moi, je te rejoins là-dessus, effectivement. Entre la gestion des pénalités et le virtual safety car de fin de course. Là, je mêle aussi en fait la F1 parce qu'il fallait nous montrer simplement que Sainz était dans un endroit un peu bizarre avec des commissaires qui devaient intervenir. On l'a pas vu, on l'a pas su. Bon, voilà. Donc, ça a mis un petit peu le bazar en fin de course. Et moi, c'est plus qu'un flop, c'est un carton rouge, encore une fois, à Dorna qui gère donc le MotoGP et notamment la retransmission télévisuelle parce qu'ils ont encore une fois fait ce qui ne se fait absolument pas en sport auto aujourd'hui. Pour ceux qui ne sont pas au courant, donc en Moto 3, lors du Tour de mise en grille, il y a eu un terrible accident entre José Antonio Rueda, le champion du monde, et le pilote suisse Noah Detwiler. Detwiler a eu un problème mécanique sur la KTM, il est au ralenti, Rueda l'a percuté de plein fouet. Pour José Antonio Rueda, les nouvelles sont plutôt rassurantes, fracture à la main, mais globalement ça a l'air d'aller. Malheureusement pour Noah Detwiler, les nouvelles pour l'instant ne sont pas rassurantes du tout, et on espère toujours qu'il va s'en sortir.
Et malheureusement, comme toujours, on a eu des ralentis, on a eu des images des médecins qui s'occupent du pilote suisse, et je ne sais pas quand est-ce qu'ils comprendront. Et la course a eu lieu. Et la course ensuite a eu lieu, parce que beaucoup de pilotes n'ont pas compris également. Course de Moto 3 qui a été maintenue, MotoGP, Moto 2 par la suite également. Et voilà, c'est toujours quelque chose que je ne comprends pas, d'autant plus qu'en Moto 3, ce sont des très jeunes pilotes, quoi. C'est tragique quand il y a des accidents graves comme ça, peu importe l'âge évidemment, mais en plus quand vous avez des gamins. Non, on a l'impression que c'est le sport auto des années 70, quoi, si tu veux, où les gens mouraient et puis on continuait la course comme si de rien n'était. Et je mets ça dans le même cas qu'un pilote se casse le tibia dans le gravier, on va avoir les motos qui vont passer à fond pendant 2 tours parce qu'on n'a pas le temps de le sortir. Il faut apprendre à gérer ça autrement. Là, je cible la Dorna pour les images, mais le MotoGP en lui-même, pour la gestion globale des incidents, peut aussi être épinglé. Donc voilà, c'est pas une super nouvelle. En tout cas, on espère une chose, c'est que pour les 2 pilotes, ça va aller évidemment du mieux possible, et on espère vraiment qu'ils vont chacun s'en sortir. Comme je l'ai dit, Rossi Antonio Rueda, ça a plutôt l'air d'être de la casse, on va dire, mais Noah Detwiller, son équipe a communiqué, expliquant qu'il aura besoin de pas mal d'opérations notamment, et que voilà, la situation est plutôt stable, mais n'est pas rassurante pour autant, donc voilà, on leur souhaite en tout cas le meilleur. Mais c'est ici qu'on va quand même se quitter, mes chers amis. Désolé encore une fois pour cette positive. Voilà, non mais désolé peut-être pour la fin d'émission un petit peu plus down que ce qu'on a l'habitude de faire. On tient quand même à vous rappeler évidemment que vous aurez un aperçu encore plus large de tout ce qui s'est passé ce week-end dans votre magazine Auto Hebdo qui sort ce soir, lundi en version numérique, et mercredi, je dis toujours dans toutes les bonnes crèmeries, ce qui est faux, hein, en kiosque. Allez vraiment plutôt dans un magasin qui vend des livres et des magazines, c'est un petit peu plus simple pour le retrouver. On continuera évidemment d'alimenter autohebdo.fr toute la semaine pour suivre au jour le jour l'activité des sports mécaniques. Merci Cyprien, merci Mathieu. Merci à toi. Merci Michael. Merci Lucas qui est parti sur le runway évidemment. Et à très bientôt, ciao ciao.